The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia is now in session. L'audience du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est ouverte. Please be seated. L'audience est ouverte. Monsieur le greffier, appelez le numéro de l'affaire, s'il vous plaît. Le greffier d'audience. Bonjour à vous, madame, monsieur les juges. La de vérité 03 67T, le procureur contre Vojislav Šešelj. Monsieur le greffier, en ce mercredi 7 mars 2012, je salue toutes les personnes présentes, notamment les représentants du bureau du procureur qui vont terminer aujourd'hui le réquisitoire. Je salue l'accusé ici présent, ainsi que toutes les personnes qui nous assistent. Hier, comme vous le savez, il y a eu à un moment donné un problème lié à une question de traduction. La Chambre a demandé un rapport. Rapport a été adressé donc par le chef du service des interprètes. Il s'avère qu'après relecture et audition de la bande audio en BCS, l'interprète a, dans la langue de l'accusé, bien dit à la page 17237, lignes 9 à 12, Blagojevic et les hommes de Seychelles. L'interprète a donc dit les hommes de Seychelles dans la langue serbe et non pas Seychelles. Donc, monsieur Seychelles, vous avez dû mal entendre. Il y a eu peut-être une interférence dans votre micro. L'interprète a parfaitement traduit les propos du procureur. Voilà ce que je tenais à préciser. Sur ce, madame le procureur, vous avez... Oui. Monsieur Antonetti, qu'en est-il avec la vérification pour ce qui est des vers du chant qui a été chanté? Ceci est en cours. Nous aurons le rapport pour la fin de la semaine. Apparemment, d'après les premiers éléments d'information, il y a eu un problème concernant la traduction des propos, car la bande en anglais qui figurait sur la vidéo peut ne pas correspondre exactement aux paroles prononcées par les soldats que l'on voyait en train de défiler et chanter. Mais ça, vous en serez informé tout en début de la semaine prochaine. J'attends le rapport. Voilà ce que je peux dire en l'état. Madame le procureur. Thank you, Your Honors. Good afternoon. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Nous parlions hier de la participation du voïvoda Vasiljevidovic, alias Vasquez, dans la région d'Iliash et de Vogoscha. L'unité de la VRS dirigée par Rajko Jankovic a œuvré aux côtés du voïvoda Vasquez et de ses hommes de Šešelj et Vogoscha. Pendant l'une de ses actions menée sur le plateau de Crna à Iliash, Vasquez a tué un civil non serbe, comme l'a dit dans sa déposition le témoin Sejdic. Les éléments de preuve prouvent également, au-delà de tout doute raisonnable, que le voïvoda Vasquez a pris part à la destruction de biens religieux après la prise d'Iliash et de Vogoscha. VS 1055 a dit dans sa déposition que Vasquez avait endommagé ou détruit des mosquées et des églises dans la municipalité d'Iliash pendant l'année 1992,
et qu'il l'avait fait en particulier pour des bâtiments de ce type à Iliash, Lieshevo, Misocha et Vysotsa. L'accusé affirme que la mosquée d'Iliash a été détruite à la fin de l'année 1992, au moment où Vasquez se trouvait à Nishic. Cette affirmation est contredite par l'élément de preuve enregistré au compte-rendu de l'audience. Le témoin Jaffic, dans la pièce à conviction P840, dit qu'au mois de juin 1992, il a entendu l'explosion qui a détruit la vieille mosquée d'Iliash et que plus tard, il a entendu les hommes de Shechel dirigés par Vasquez relater la façon dont ils avaient détruit la mosquée. Dans le même ordre d'idées, la pièce P1045 confirme que les mosquées de Misocha ont été détruites au mois de juin 1992. En ce qui concerne la municipalité de Vogoscha, le témoin Seidic a déclaré dans sa déposition, à la page 8282 du compte-rendu d'audience, que Vasquez avait détruit la mosquée de Sfraké. Les tentatives mises en œuvre par l'accusé pour semer le trouble dans l'esprit du témoin n'ont pas été concluantes et doivent être rejetées. Le voïvoda Nicolas Poplachen a également opéré à Vogoscha et pendant les 6 derniers mois de l'année 1992, il a participé directement à l'organisation du travail forcé et des échanges de non-serbes décrits dans la pièce P975 ainsi que dans le mémoire en clôture de l'accusation, paragraphes 408 à 410. En dépit de l'affirmation des dénégations de l'accusé, l'élément de preuve prouve au-delà de tout doute raisonnable qu'il existait un lien entre Poplachen et le Parti radical serbe ainsi que l'accusé et que ce lien existait solidement dès le début de l'année 1992. Dans le but de promouvoir Poplachen au rang de voïvoda, comme on le voit dans la pièce P218, l'accusé a confirmé ce qui suit au sujet de Poplachen. Je cite, « Dès le mois de mai 1992, il remplissait les missions que lui avait confiées le président du Parti radical serbe de la Republika Srpska ». Fin de citation. L'accusé a confirmé ce fait une nouvelle fois en septembre 1992 dans la pièce P1205, dans laquelle il déclare qu'une section du Parti radical serbe avait déjà été créée dans la Republika Srpska et que Nicolas Poplachen en était le président. Comme l'accusé l'a admis, un autre de ses voïvodas, Slavko Aleksic, se trouvait à Grbavica dans la municipalité de Novo Sarajevo. Dans la pièce P1102, nous voyons qu'Aleksic admet être arrivé au cimetière juif le 21 avril 1992 et avoir en compagnie des hommes de Shechel sous ses ordres, je cite, « nettoyer Grbavica ». Fin de citation. Il a rapidement pris le contrôle de la région qu'il définit comme la Grbavica serbe, entre guillemets, et dont il explique qu'il s'agissait de l'un des secteurs les plus difficiles des lignes de défense serbes, attaqué férocement par l'armée de Bosnie-Herzégovine, parce que, je cite, « il savait que s'il perçait les lignes de défense au niveau du cimetière juif, Grbavica tomberait également, ainsi que Lukavica et tout le reste. » Fin de citation. Très rapidement, il a réuni à ses côtés près de 100 hommes de Shechel, des volontaires venus de Serbie, mais également d'autres pays, comme le montre la pièce P256, dans laquelle est résumé le rôle joué par Aleksic et le lien qui l'unissait à l'accusé. Suburban Sarajevo. Nous sommes dans un quartier de Sarajevo. Cet homme est l'un des voïvodas de Shechel, un des volontaires venus du monde entier. D'où venez-vous? De New York. Depuis combien de temps êtes-vous ici? J'ai passé l'été ici ainsi que l'hiver et maintenant je suis au cimetière juif avec la brigade des voïvodas. Je pense que la situation actuelle ne peut pas durer. Ils font la loi ici. L'un des voïvodas a déclaré que Grbavica était à nous et que tout le secteur allait nous revenir. Ce sont eux qui représentent notre direction politique. Mais de qui s'agit-il? Eh bien, encore une fois, je dis que Shechel est un grand homme. Parmi les radicaux, il a élevé Slavko Aleksic au rang de voïvoda.
Mais quand vous dites que c'est un vrai défenseur, que voulez-vous dire par là? Les gars de Lukavica affirment que ce sont eux les défenseurs. Pas du tout. Je veux dire, quand vous voyez ces gens, quand vous voyez le voïvoda, ils éclatent en sanglots. Les enfants courent vers lui pour le rencontrer. Je veux dire, ces gens comptent sur lui. C'est très simple. Ils comptent sur le voïvoda. Il a protégé les gens d'ici jusqu'à présent et il protégera également les gens d'en face. Mais pourquoi se bat-il? Eh bien, pour Sarajevo, pour la Grande Serbie, bien sûr, avant tout. Est-ce que vous pensez que vous bénéficiez du soutien du président Milosevic? Ça, c'est une autre histoire. Personnellement, je l'aime bien, voyez-vous. Pour moi, c'est un tchétnik, voyez-vous. Et les gens peuvent dire que c'est un communiste ou quoi que ce soit, mais d'une certaine façon, il nous a défendus depuis le début. Merci beaucoup. Fin de la vidéo. Ce sont les hommes de Šešelj sous la direction d'Aleksić qui, aux côtés d'autres forces serbes, se sont emparés de Grbavica et ont soumis toute sa population non serbe à une campagne de meurtre, de perquisitions arbitraires et de pillage qui les a contraints à abandonner leur domicile, comme le montre en détail le mémoire en clôture de l'accusation, paragraphe 384 à 387. Un autre voïvoda dépendant de l'accusé, Branislav Gavrilović, alias Brne, a opéré dans la municipalité d'Ilidža. À Ilidža, les hommes de Šešelj ont coopéré avec la cellule de crise serbe de Nedeljko Postojević pour expulser par la force les non-serbes de la municipalité. Comme l'accusé l'a admis en page 1935 du compte-rendu d'audience, Brne a été transporté à Sarajevo en provenance de Slavonie à bord d'un hélicoptère. Comme Brne l'a confirmé dans la pièce P999, ce transfert par hélicoptère a été organisé grâce à son voïvoda, Vojislav Šešelj. L'accusé a vigoureusement contesté la déposition du témoin Perica Koblar, qui décrit l'action menée conjointement par la VRS et les hommes de Šešelj sous la direction de Brne pour capturer Golo Brdo sur le mont Igman avant de capturer et de tuer des prisonniers de guerre. L'accusé de l'interprète a passé sous silence le fait que les mêmes événements avaient déjà été décrits par Brne en personne, ainsi que dans la publication de l'accusé Velika Srbija. Je parle ici dans l'ordre des pièces à conviction P999 et P1000. Les éléments de preuve montrent au-delà de tout doute raisonnable que le 17 juillet 1993, 4 membres de l'armée de Bosnie-Herzégovine, et en particulier Koblar, ont été capturés par un groupe d'hommes de Šešelj commandé par Brne, dans le cadre d'une action que Velika Srbija décrit comme l'un des exemples de succès remportés par le voïvoda Brne et ses tchétniks. Comme on peut le voir dans le mémoire en clôture de l'accusation, paragraphe 395 à 400, Koblar a été capturé par un homme de Šešelj dénommé Pajković, dont la présence et le rôle parmi les hommes de Šešelj sous la direction de Brne est confirmé par la pièce à conviction P1000. L'un des prisonniers de guerre, Robert Karimanović, a été tué par un membre des hommes de Šešelj sous la direction de Brne immédiatement après avoir été fait prisonnier. Les 3 autres ont été emmenés vers le bas du mont Igman dans une clairière où Brne attendait. Brne a été présenté aux prisonniers de guerre comme, je cite, un voïvoda tchétnik Branislav Gavrilović, fin de citation, comme on peut le lire dans la page 8009 du compte-rendu d'audience. Les prisonniers de guerre ont été frappés violemment et insultés par l'injure à couleur ethnique Balia. Brne, apprenant que l'un des prisonniers de guerre, Živko Krajčnik, était serbe, lui a donné des coups de pied, lui a fracturé le nez avec ses doigts et a dit, je cite, « Répète ça, dis que tu es serbe encore une fois et je te casse la tête », fin de citation. Brne ensuite a donné l'ordre suivant, en page 8011 du compte-rendu d'audience. « Emmenez-le, emmenez cette raclure, tuez cette ordure », fin de citation. Krajčnik a été emmené
quelques mètres plus loin par l'un des hommes de Chechel dirigés par Brne avant d'être tué. Un autre prisonnier de guerre, Rusmir Hamalukic, a été tué par Pajkovic. La déposition de Koblar est crédible, fiable et fidèle à la réalité. Il ne fait aucun doute que les soldats de l'armée de Bosnie-Herzégovine ont été capturés par les hommes de Chechel dirigés par Brne, alors que l'accusé semble contester les insignes arborés par les hommes de Chechel sous la direction de Brne. Il ne conteste pas que ce sont bien les hommes de Chechel dirigés par Brne qui étaient en cause. Il l'admet à la page 8009 du compte-rendu d'audience. Je cite, « C'était une unité tchétnique ». Fin de citation. Je cite, « Il n'est pas contestable qu'ils étaient désignés par le terme de tchétnique et qu'ils se désignaient eux-mêmes par le terme de tchétnique ». Fin de citation. Quant aux détails relatifs aux insignes, il est dépourvu de pertinence. Il ne fait pas non plus le moindre doute que les soldats de l'armée de Bosnie-Herzégovine ont été capturés vivants avant d'être tués par Brne et les hommes de Chechel sous ses ordres. Ils n'ont pas été tués au combat, contrairement à ce qu'affirme l'accusé. Le point de détail de la capture a été relaté également dans Velika Srbija et Brne s'en est même vanté. Il en parle dans la pièce P999. Je cite, « Nous avons attrapé 4 combattants musulmans sur place. » Fin de citation. Les quelques contradictions mineures que l'on peut trouver dans la première déclaration de Koblar, si tant est qu'il s'agit de contradictions, ont été précisées par lui pendant sa déposition orale. Il a dit que sa déclaration aux autorités militaires de Bosnie-Herzégovine a été faite 2 jours à peine après qu'il se soit évadé de prison et qu'il n'avait jamais eu la possibilité de relire cette déclaration qui avait été recueillie dans un temps très limité. En conclusion, les éléments de preuve prouvent au-delà de tout doute raisonnable que les crimes visés dans l'acte d'accusation et relatifs à la région de Sarajevo ont été commis par des membres des forces serbes et en particulier par les hommes de Chechel. Ces crimes font partie intégrante du plan commun destiné à nettoyer ethniquement les territoires serbes visés en Bosnie-Herzégovine de leur population non serbe en créant des zones sous contrôle serbe. Je vais maintenant donner la parole à M. Traldi qui parlera de la reproduction du même mode opératoire pour les crimes commis à Mostar et Nevesinje. Merci, Madame. Excusez-moi, c'est bien le 6e membre du bureau du procureur qui prend la parole maintenant? Certainement, oui. Je ne les ai pas comptés, mais je pense que ça doit être... Oui, c'est le 6e. Moi, j'ai compté. On nous en a annoncé 5 et maintenant c'est le 6e. Est-ce que, conformément à la procédure qui est la vôtre, cela peut se faire ou pas, monsieur Antonetti? Parce qu'on en avait annoncé 5 au nom du bureau du procureur. Maintenant, on en a un 6e. Il y a eu 3 dames, puis M. Mieselmayer, M. Markussen et... Vous qui êtes un professeur de droit éminent, vous devez savoir que le ministère public est indivisible. Il est constitué d'un chef, qui est le procureur, et puis de substituts, qui peuvent être 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Moi-même, quand j'ai du temps, je regarde les autres procès qui se déroulent ici, et je vois par exemple, dans le procès de M. Karadzic, des tas de têtes nouvelles, de substituts qui viennent pour des interrogatoires de témoins. Ça se comprend vu la taille des affaires. Un individu seul ne pourrait pas, sauf s'il a vos capacités intellectuelles, mais c'est peut-être très difficile. Donc, il faut se diviser la tâche, et c'est pour cela qu'au bureau du procureur, ils sont plusieurs à se relayer. Monsieur Traldi, je vous souhaite la bienvenue et je vous laisse la parole. Monsieur Antonetti, je me dois de vous dire ceci encore. Vous vous souviendrez de mon objection du début, quand j'ai dit qu'il n'en suffisait pas d'en avoir 5. Vous m'avez fait taire. Et il s'est avéré que 5, cela ne suffit pas, vraiment. Non seulement je suis le plus éminent des professeurs de droit,
mais j'évalue les choses de façon tout à fait correcte. C'est comme si j'étais voyant. Le procureur était censé annoncer les personnes qui allaient représenter l'accusation pour les mémoires en clôture. Alors, et les réquisitoires. Il a dû s'excuser auprès de vous et auprès de moi-même pour dire on n'a pas pu faire le travail à 5, on en a mis 6. Ça, c'est la procédure. Je le sais en ma qualité de professeur de droit. Monsieur Marcussen. Bon, monsieur, on va continuer parce que c'est vraiment un détail. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Thank you, Your Honor. Merci, Madame, Monsieur le juge, et bonjour à vous. Je crois que si vous vérifiez le compte-rendu d'audience, je crois que M. Marcussen a parlé de 5 procureurs, outre lui-même. Les crimes imputés à Mostar et les Bessigné faisaient partie de l'entreprise criminelle commune. Des membres de l'entreprise criminelle commune, y compris l'accusé, ont pris pour cible la région et ont déployé leurs forces placées sous leur contrôle. Tandis que ceux qui mettaient en œuvre l'entreprise criminelle commune sur le terrain avaient créé ou pris le contrôle des instruments du pouvoir locaux. Lorsque le conflit a atteint l'Herzégovine orientale, les forces conjointes serbes, y compris les Seychelles UFC, se sont battus sous les ordres des officiers de la GNA, de la TO et de la VRS. Les témoins ont très clairement et de façon répétée identifié les membres de ces mêmes forces conjointes, y compris les Seychelles UFC, comme étant les auteurs matériels des crimes commis dans cette région. Étant donné que les crimes faisaient partie de l'entreprise criminelle commune et que les auteurs faisaient partie des forces serbes sur le terrain et que ces forces étaient subordonnées aux membres de l'entreprise criminelle commune, l'accusé est responsable en tant que membre de l'entreprise criminelle commune. Preuve à l'appui, je vais aborder 3 questions. Je vais d'abord expliquer comment les membres de l'entreprise criminelle commune, y compris l'accusé, ont pris pour cible l'Herzégovine orientale et ont créé et déployé des forces coordonnées afin d'établir une domination serbe dans la région. Ensuite, je parlerai de la campagne de destruction et de meurtre que ces forces ont menée à Mostar. Finalement, je parlerai de la campagne de destruction et de meurtre qui a oblitéré la population non serbe de Nevesinje, leurs habitations, leurs villages, ainsi que leurs édifices culturels. Les membres de l'entreprise criminelle commune avaient pris pour cible l'Herzégovine orientale dès le début du conflit. La région revêtait une importance stratégique et pour la contrôler, les membres de l'entreprise criminelle commune ont déployé leurs propres forces en Herzégovine orientale et ont établi et appuyé les forces qui étaient basées dans la région. Le contrôle de l'Herzégovine orientale sous-tendait 3 des objectifs stratégiques des dirigeants serbes de Bosnie. Objectif numéro 1, séparation du peuple serbe des communautés musulmanes et croates. Objectif numéro 4, une frontière sur la Neretva et sur l'Una. Et objectif numéro 6, accès à la mer Adriatique en passant par l'Herzégovine. Mostar se targuait d'avoir une infrastructure militaire importante. Le 16 septembre 1991, les dirigeants serbes de Bosnie ont déclaré l'existence de la SAO d'Herzégovine. La SRP Oblast d'Herzégovine. Ceci comprenait les Bessigné. Quelques jours plus tard, le corps d'Utice de la JNA a déployé des forces supplémentaires dans la région. Et le général Torbica a convoqué une réunion avec des dirigeants serbes locaux, réunion au cours de laquelle il leur a dit que la Serbie réaliserait son destin historique et qu'elle prendrait le contrôle de territoires, reflétant ainsi la vision d'une grande Serbie de l'accusé. La JNA et la police serbe ont alors distribué des milliers d'armes à la population serbe locale. Ces armes ont d'abord été utilisées dans les combats en Croatie
Mais une fois que le conflit a éclaté en Bosnie, les mêmes armes sont venues en appui à la mise en œuvre de l'entreprise criminelle commune en Herzégovine orientale. Au moment où la SRSY commençait à se désagréger, la JNA a placé sous les membres de l'entreprise criminelle commune Milosevic et Hadžić, ont déployé des forces placées sous le général Momiću Pericic massivement dans la région. Et les bérets rouges placés sous les membres de l'entreprise criminelle commune Stanisic et Simatovic ont créé des camps d'entraînement à proximité de Terbigné à l'intention des unités chargées des opérations spéciales de la police. Au moins une de ces unités avait été envoyée a été déployé dans la guerre en Croatie. Au début de l'année 1992, les dirigeants serbes de Nevesinje ont créé une cellule de crise. Et à ce moment-là, la ligne de conduite décrite par M. Mousmoyer pouvait être constatée en Herzégovine orientale. La population avait été armée et des institutions séparées et parallèles avaient été créées. Institutions serbes. Au moment où les forces serbes se concentraient en Herzégovine orientale, la vie a commencé à changer pour les civils non serbes. Des membres de l'unité Karađorđe d'Arsen Grahovac a dit aux non serbes qu'ils finiraient dans des charniers s'ils ne quittaient pas Nevesinje. Pour des non serbes comme le témoin Kujan, la vie à Nevesinje, je cite, ressemblait à la vie dans un camp de prisonniers. Confère pièce 524, page 4. L'accusé lui-même a contribué de façon considérable à la campagne en Herzégovine orientale. L'accusé avait commencé à prendre pour cible la région dès le début de l'année 1991 en rencontrant les commandants tchétniques et en établissant une coopération avec les dirigeants serbes locaux, y compris le commandant de l'unité de Karađorđe, Arsen Grahovac, et le dirigeant du SDS local, Božidar Vučurević. L'accusé s'est rendu dans la région à l'automne de l'année 1991. Il s'est rendu à Nevesinje, à Gatsko, à Trebinje et à Bileća. Ainsi, et il s'est également rendu dans la ville de Konavle en Croatie qui avait été nettoyée ethniquement, et ce en compagnie de Vučurević. Madame, Messieurs les juges, vous pouvez constater ceci dans les pièces P 1162 et P 1394. Après que l'accusé ait visité ces régions, les Chechelievci ont constitué des unités qui sont allées se battre en Croatie. Et les Croates de la région préconisaient la création de leurs propres unités de volontaires en guise de réponse. L'accusé a pris pour cible l'Herzégovine orientale et a correction d'interprète, la prise pour cible de la Bosnie orientale ainsi que la coopération de l'accusé avec les dirigeants locaux sont exposées par exemple dans les pièces P163, P880, P881, P989 ainsi que les pièces précitées. Lorsque les Serbes ont commencé à prendre le contrôle en Bosnie-Herzégovine, l'accusé a annoncé publiquement qu'il se rendrait en Herzégovine une nouvelle fois, tel qu'indiqué dans la pièce P685 et P1296. À son arrivée, il a rencontré Vučurević et Grahovac. Cette visite est évoquée dans la pièce P524. Comme les autres dirigeants serbes locaux sur l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie, Vučurević a demandé à l'accusé de lui fournir des effectifs supplémentaires pour appuyer les forces serbes. Les voïvodas de l'accusé, Vakić, parlent de ceci dans Velika Serbia, à la pièce P55.
Et le 30 mars 1992, l'accusé a donné une conférence de presse à Trebinje, littéralement au sud de Nevesinje, et a fait appel aux Serbes de Bosnie pour qu'ils, je cite, agissent par l'intermédiaire de leurs propres autorités sur leur territoire pour terminer ce qu'il appelait la libération de leur territoire. Avec l'aide de la défense territoriale et des volontaires serbes que nous pouvons envoyer toutes les fois que cela s'avère nécessaire. Nous allons commencer à envoyer ces volontaires en Herzégovine dans un avenir très proche. Ceci est extrait de la pièce P1109, page 1. Dans son mémoire, l'accusé critique violemment l'accusé Kuyan pour avoir dit dans sa déposition que l'accusé était présent à Nevesinje au début de l'année 1992. Mais comme ces éléments de preuve le montrent, l'accusé s'est effectivement rendu en Herzégovine orientale au mois de mars 1992, où il a appelé à la poursuite du conflit et où il a promis d'envoyer des Šešeljevci dans la région. À son retour à Belgrade, l'accusé a fait appel aux forces serbes pour qu'elles se saisissent, je cite, de toute la vallée de la Neretva. Ceci est extrait de la pièce P1262, page 14. Comme l'avait promis l'accusé, et comme il l'a fait pendant toute la durée du conflit, il a alors contribué ces hommes, ces Šešeljevci, qui ont rejoint les forces serbes en Herzégovine orientale. À la date du 8 avril 1992, le ministère des Serbes à l'étranger avait demandé à recevoir 3 autobus pour transporter ce qu'ils appelaient des réfugiés de Belgrade en direction de régions en Herzégovine orientale, y compris Nevesinje, à la pièce P1070. Et le chef d'état-major, Ljubiša Petković, a expliqué dans sa déposition qu'il s'agissait là d'une ruse destinée à dissimuler le véritable objectif de ces autobus qui transportaient des Šešeljevci sur les lignes de front, à la pièce C16, page 74. L'accusé a déployé des centaines d'autres Šešeljevci en Herzégovine orientale, où 5 de ces voïvodas ont mené les Šešeljevci à la bataille. Je demande au juge de la Chambre de première instance de se reporter aux pièces P54, P55, P843, P846, P889, P1002 et P1311, dans lesquels l'accusé et ses Šešeljevci évoquent ce déploiement eux-mêmes. Les archives officielles des forces serbes et la police serbe et bosniaque montrent que les Šešeljevci étaient dans la région, par exemple dans les pièces P29, P891, P1008 et P1162. Des détails concernant les Šešeljevci qui ont été déployés en Herzégovine orientale sont exposés au paragraphe 264 jusqu'à 271 du mémoire en clôture de l'accusation.
Les propres déclarations de l'accusé pendant la guerre corroborent ces éléments de preuve et montrent que ces hommes sont restés en Herzégovine orientale au moment où les crimes ont été commis, les crimes retenus dans l'acte d'accusation. Pièce P218 montre que l'accusé a déclaré que bon nombre de ces hommes étaient des voïvodas. Ceci montre que le voïvoda Tripkovitch combattait toujours à Mostar à la date du 14 juin 1992 et que le voïvoda Barrett était dans la région jusqu'à la date du 31 juillet 1992, après les massacres d'Uborak et de Soutina que j'évoquerai en temps utile. D'autres Chechelyevsi sont restés en Herzégovine voisine, suffisamment proches de Mostar et de Novi Signé pour combattre et commettre des crimes à cet endroit. Longtemps après que les crimes retenus dans l'acte d'accusation avaient été commis. Dans un autre ordre où il déclarait que ces hommes étaient des voïvodas, l'accusé a déclaré dans la pièce P217 que le voïvoda Vakic avait combattu en Herzégovine à la fois au mois de mai et au mois de juin de l'année 1992 et que le voïvoda Radovan Radovic avait combattu dans la vallée de la Neretva et la vallée et à Nevesigné à la fois en 1992 et en 1993. Et que le voïvoda Nedelko Vidjakovic avait également commandé une unité de Chechelyevsi à Tribigné, qui s'était battue dans la région. Aux pièces C10 et P891, nous constatons qu'il a été confirmé que de groupes importants de Chechelyevsi étaient en Herzégovine orientale de longs mois après les crimes retenus en l'espèce. Des témoins, des identifications de témoins crédibles situent ces Chechelyevsi parmi les auteurs de crimes. Le témoin Dabic, VS 1067 et Tot étaient des membres des forces serbes et, en conséquent, étaient en mesure d'identifier correctement quel groupe appartenait à quelle force combattante. Le témoin victime VS 1022 Bilic et Karisic ont été détenus pendant au moins plusieurs jours et ont été maltraités et ont eu l'occasion de recueillir des informations qui permettaient d'identifier les personnes qui les ont ainsi torturés. Effectivement, des civils en Herzégovine orientale avaient appris à craindre les Chechelyevsi, comme l'a dit le témoin Stoparic dans sa déposition. Lorsque son unité de Chechelyevsi a traversé des villages, les civils non serbes fuyaient lorsqu'ils avançaient. Malgré les crimes commis par les Chechelyevsi, lorsque des forces étaient nécessaires en Herzégovine orientale, même en 1993, Slobodan Milosevic a continué à faire appel personnellement à l'accusé, et l'accusé a mis à disposition des milliers de volontaires supplémentaires. L'accusé lui-même a déclaré avoir envoyé des Chechelyevsi dans des régions qui se trouvaient juste à côté de Mostar, à la demande de Milosevic.
longtemps après qu'il ait décrété que ces volontaires avaient quitté la région. À la pièce P644, page 17. Comme à Vukovar et ailleurs, l'accusé a tenté de minimiser sa contribution à la campagne en Herzégovine orientale, maintenant qu'il doit répondre devant la justice internationale. Il fait valoir que les Chechelyevtsi avaient quitté la région de Mostar vers le 19 mai 1992, avant les massacres d'Uborak et de Soutina, et qu'il n'y avait pas un nombre significatif de Chechelyevtsi à Nevesinje à ce moment-là. Les éléments de preuve que j'ai résumés prouvent qu'au-delà de tout doute raisonnable, les Chechelyevtsi sont en réalité restés à Mostar et Nevesinje et dans leurs environs au moment où des crimes ont été commis. Les arguments de l'accusé à cet égard ne sont pas convaincants. Premièrement, il affirme que les Chechelyevtsi s'étaient certainement retirés de Mostar à la date du 25 mai 1992 parce que le voïvoda Barret était à Podgorica, au Monténégro, en présence de l'accusé ce jour-là. Cette affirmation ne tient compte que d'un des Chechelyevtsi parmi les centaines de Chechelyevtsi qui se trouvaient dans la région de Mostar à l'époque. Et un autre voïvoda, Vakic, se rendait souvent à Podgorica depuis l'Herzégovine orientale pour s'approvisionner, comme il a dit à Velika Serbia, à la pièce P54. Par conséquent, même si Barrett était à Podgorica en présence de l'accusé à la date du 25 mai, ceci ne permet pas de sous-entendre que des Chechelyevtsi n'étaient plus à Mostar à ce moment-là. L'accusé essaie alors de jeter le doute sur l'identification qui a été faite de ces hommes. Il affirme que les témoins Karishik, Bilic et le témoin VS 1051 n'ont pas mentionné l'accusé ni ses Chechelyevtsi dans les déclarations fournies d'abord aux autorités locales. Les témoins victimes Karachik et VS 1051 ont subi un contre-interrogatoire. On leur a demandé pourquoi ils n'avaient pas mentionné les Chechelyevtsi qui avaient participé à ces crimes dans ces premières déclarations que ces témoins avaient fournies aux autorités locales. Le témoin VS 1051 s'est expliqué. Il a dit que le témoin était encore traumatisé au moment où il avait fourni cette déclaration. Et Karachik a maintenu l'identification qu'il avait faite des Chechelyevtsi pendant le contre-interrogatoire qu'il a subi. En ce qui concerne le témoin Bilic, l'accusé avait affirmé que ce témoin n'avait pas identifié de Chechelyevtsi, mais ceci n'est soutenu par aucun élément du dossier. De surcroît, la question n'a pas été posée en contre-interrogatoire et ceci contrevient à l'article 90H de petit i et ne devrait donc pas être pris en compte. L'accusé fait aussi valoir que les témoins d'Abitch, VS 1022 et VS 1067 n'ont donné qu'un témoignage d'ouï-dire à propos des Chechelyevtsi. La déposition de ces témoins est déclarée recevable en ce tribunal et elle est d'ailleurs largement corroborée. À cet égard, veuillez vous rapporter tout particulièrement, Madame et Messieurs les juges, aux pièces P887, P889, P891 et P1162.
avec bien sûr les dires même du témoin. L'accusé affirme aussi que les témoins Kouyan et VS 1068 se sont trompés lorsqu'ils ont identifié ces hommes comme étant les auteurs de crimes, sans pourtant apporter d'éléments à l'appui de cette affirmation. Il ignore le témoin Zoran Tot, alors que c'est un volontaire, un des Chechelievti en personne, qui a déposé pour dire que les Chechelievti avaient participé à des crimes, y compris la destruction sans motif de Mostar. Enfin, l'accusé rejette les dépositions de témoins disant que ces Chechelievti étaient présents au lac de Borac, au Boracko Jezero. J'y reviendrai plus tard. Même si le voïvoda Vakic avait informé l'Assemblée serbe en 1993 qu'un commandant des Chechelievti avait en fait été tué à Boracko Jezero. Ceci se trouve à la pièce P 889, page 19. En dépit des dénégations de l'accusé, il est clair que l'accusé et ses Chechelievti ont apporté une contribution significative et importante à la campagne de persécution qui a été menée en Herzégovine orientale et au champ d'opération sur lequel les crimes ont été commis. Je vais maintenant vous l'expliquer aussi. L'accusé a des liens avec les forces conjointes des Serbes en région, dans cette région d'Herzégovine orientale, du fait de sa contribution à la campagne qu'ont menée ces forces conjointes. Ces forces conjointes, ces forces alliées serbes, avaient un lien avec des membres de l'entreprise criminelle commune, dont l'accusé. Vous le voyez sur ce cliché, toutes les forces serbes en Bosnie-Herzégovine étaient subordonnées aux membres de l'entreprise criminelle commune. Par conséquent, les membres de l'entreprise criminelle commune, y compris l'accusé, ont une responsabilité collective de ces crimes. Les forces serbes en Herzégovine orientale étaient d'abord subordonnées à la JNA, sous l'égide du général Perisic, qui était subordonné aux membres de l'entreprise criminelle commune Blagoje Hadžić et Slobodan Milošević. Après le retrait de la JNA, les forces serbes dans la région étaient dirigées par le corps d'Herzégovine de la VRS, lequel se trouvait sous le contrôle des membres de l'entreprise criminelle commune Ratko Mladić et Radovan Karadžić. Les Chechelievti dans la région étaient subordonnés aux armées serbes officielles. Quant à l'accusé lui-même, il en discute lorsqu'il a déposé dans le procès Milošević ainsi que dans la pièce P1002. C'était le cas aussi pour Savić et sa police, pour les bérets rouges, pour l'unité de Karađorđe et pour les forces serbes locales, comme par exemple la défense territoriale. Lorsque des membres de ces forces commettaient des crimes dans le cadre de l'objectif commun poursuivi par l'entreprise criminelle commune, ces crimes pouvaient être attribués au commandement de la JNA, de la VRS, et étaient ainsi reliés à Milošević, à Karadžić, à Hadžić, à Mladić et aux autres membres de l'entreprise criminelle commune, y compris à l'accusé. Vous allez le voir sur ce deuxième cliché. Bon nombre des forces serbes se trouvant en Herzégovine orientale faisaient également partie de structures hiérarchiques qui les reliaient à d'autres membres de l'entreprise criminelle commune. Vous le voyez ici, les Chechelievti faisaient partie d'une structure hiérarchique qui avait à sa tête l'accusé. Savić et sa police, ainsi que la TO locale serbe, faisaient partie de structures dirigées par le membre de l'entreprise criminelle commune Radovan Karadžić. Les bérets rouges, quant à eux, faisaient partie d'une structure qui avait à sa tête les membres de l'entreprise criminelle commune Stanisić et Simatović.
Vous avez ces éléments repris ici, à l'image, y compris la pièce P410 et la pièce P1033, et le fait jugé 193 venant de la décision que vous avez rendue le 10 décembre 2007. Les éléments pertinents sont également résumés dans le chapitre de notre mémoire en clôture consacré à la structure des organisations politiques et paramilitaires de l'accusé. Les crimes commis par des membres de ces forces établissent aussi un lien avec les membres de l'entreprise criminelle commune, y compris avec l'accusé, au travers des membres de l'entreprise criminelle commune qui étaient au sommet de ces structures hiérarchiques. L'accusé invoque deux arguments en ce qui concerne le lien qu'il y aurait entre les forces serbes et les membres de l'entreprise criminelle commune dans son mémoire en clôture. Il dit d'abord que ce tribunal n'a jamais, à ce jour, déclaré coupable un commandant ou un auteur matériel des crimes commis à Mostar et que par conséquent, lui, ne saurait être tenu responsable en qualité de membre d'une entreprise criminelle commune. C'est une erreur. Il n'y a aucune condition juridique exigeant qu'un auteur matériel ou intermédiaire ait été déclaré coupable d'une entreprise criminelle commune pour que celle-ci ne vaille pour autrui. Deuxièmement, il fait valoir qu'on ne saurait le tenir responsable des crimes commis en Herzégovine orientale parce que les auteurs de ces crimes étaient des Serbes de la région. Là aussi, c'est une erreur qu'il commet. Que montrent les éléments de preuve? Il montre que les membres de forces serbes en Herzégovine orientale, y compris les Serbes de la région qui ont combattu au sein de ces forces, sont reliés aux membres de l'entreprise criminelle commune de deux façons. Ils ont un double lien avec la GIENA, la VRS, et avec les membres de l'entreprise criminelle commune qui sont à la tête de leur propre structure hiérarchique. Tous les membres de l'entreprise criminelle commune sont donc collectivement responsables des crimes commis par les membres des forces serbes de la région, peu importe quelle fut la force spécifique, quel fut l'auteur spécifique de tel ou tel crime. Si vous voulez vous examiner davantage ce principe, consultez, s'il vous plaît, l'arrêt Berjalin en ses paragraphes 409 et 413. Nous allons garder ce lien entre l'accusé et les diverses forces serbes de d'Herzégovine orientale à l'esprit, et je veux maintenant aborder la question du conflit et des crimes commis à Mostar. Ce conflit a débuté en Bosnie-Herzégovine à la fin du mois de mars 1992. Le 2 avril, l'accusé a lancé un appel aux forces serbes, leur demandant de s'emparer de toute la vallée de la Neretva pour garantir, je cite, un lien entre l'Herzégovine orientale, la Romania et Ozren. Ceci est extrait de la pièce P1262, pages 14 et 15. Quelques jours plus tard, Mostar se trouvait engouffré dans le conflit. Le SDS donnait l'ordre aux Serbes de partir et les forces serbes se sont mises à pilonner implacablement la ville. Des civils ont été tués, notamment un Croate qui a été frappé et assassiné par des hommes de Šešelj et des troupes de la GIENA. Les hommes de Šešelj sont arrivés, non loin de là, à Buna et à Bielouchine. Et c'est de là qu'ils sont partis pour détruire et piller des villages, comme celui de Topla. Un des auteurs était un Šešeljevac, un homme de Šešelj, qui s'appelait Vranianac. Vranianac s'est présenté comme étant un homme de Šešelj à d'autres membres des forces serbes. Ceci est corroboré par les pièces P891 et
10-51. La tentative qu'a fait l'accusé de prendre ses distances par rapport à Viananats devrait être rejetée. Lorsqu'arrive la fin du mois de mai, la rive est de la Neretva avait subi le nettoyage ethnique de ces non-serbes. À Mostar, les civils non-serbes s'étaient enfuis pour se réfugier dans des abris pour échapper au pilonnage de la JNA. Les témoins Bilic, Karišik et VS 1068 vous ont dit que des forces serbes, y compris les Šešeljevci, avaient fait des prisonniers parmi les civils qu'ils avaient placés dans l'abri de Zalik et avaient forcé des civils à faire des travaux forcés alors qu'ils risquaient des tirs de canon et des sévices physiques. Ils vous ont dit, ces témoins, que des détenus avaient été parfois emmenés au camp nord de la Jéna pour y subir des mauvais traitements. Il y a au moins un de ces détenus qui n'en est jamais revenu. Les combattants serbes racontaient aux détenus des histoires à propos de l'assassinat de non-serbes et disaient aux détenus qu'un jour, toute cette zone allait, je cite, faire partie de la Grande Serbie. Ils ont ainsi terrorisé les détenus à tel point qu'un témoin, comme il vous l'a dit, disait il n'était même plus possible d'entendre avec tous les pleurs et les cris qui résonnaient dans l'abri. Fin de citation. Le pilonnage aveugle, disproportionné de structures non militaires à Mostar n'a fait que s'accroître juste avant le retrait de la JNA de la ville. Les pièces P843 et P846 le montrent. Le général Perišić a donné l'ordre aux forces serbes, y compris aux Šešeljevci, de pilonner la ville de Mostar sans prendre de lieu spécifique pour cible. Et les civils qui prenaient la fuite pour échapper au pilonnage étaient nettoyés, ratissés sur les ordres de Perišić. Je vous rappelle ici ce qu'a dit le témoin Todt, notamment dans la pièce P843, paragraphes 49 et 50. Les notes du membre de l'entreprise criminelle commune Ratko Mladic révèlent qu'il savait que Perišić était en train, je cite, de détruire Mostar, fin de citation. C'est ce que l'on voit dans la pièce P1344, page 7. Et le voïvoda, élevé à ce rang par l'accusé, Oliver Barrett, était présent au quartier général de la JNA pendant le bombardement. Il y assurait la coordination entre la JNA et les hommes de Šešelj. Comme le démontre le rapport de Riedelmeier et les pièces à conviction associées à ce rapport, les forces serbes ont mis à sac et détruit des sites religieux et culturels non serbes de Mostar pendant cette campagne. Durant le procès, l'accusé a tenté de justifier la destruction de Mostar en déclarant que la rive occidentale de la Neretva était aux mains des forces croates et que la JNA se contentait de leur résister. Pour l'essentiel, il affirme que les actions destructrices des forces serbes étaient justifiées car elles auraient représenté un mode de défense. Ceci est inexact. D'abord, le pilonnage aveugle et aléatoire d'une population civile peut difficilement se justifier par le mot de résistance ou le qualificatif de défensif. Deuxièmement,
des combattants et leurs chefs ne sauraient masquer les violations du droit international humanitaire dont ils sont responsables en s'abritant derrière une prétendue action défensive. L'élément le plus important, s'agissant de déterminer la responsabilité de l'accusé, est le fait que les forces serbes et les crimes commis par ces forces, dont la culpabilité revient à l'accusé, étaient une violation du droit international humanitaire. Je veux parler de la destruction de Mostar, qui n'a rien à voir avec l'affirmation de l'accusé selon laquelle une partie du territoire de Mostar était sous contrôle croate au moment des faits. Pour vérifier ce principe, je renvoie les juges de la Chambre à l'arrêt Martic, paragraphe 268, ainsi qu'à l'arrêt Kordic et Cherkez, paragraphe 812. Les affrontements rectificatif. L'interprète a dit dans l'affaire Mladic. Or, il s'agit de l'affaire Martic. Dans l'affaire Mladic, il n'y a toujours pas de jugement de rendu. Il ne faut pas donc que le public soit placé dans une confusion quelconque. Exact. Dans le transcript en anglais, c'est Martic. Bien, continue. Thank you, Your Honor. Merci, Monsieur le Président. Les affrontements se sont poursuivis dans la région de Mostar après que la JNA a bombardé et mis à sac la ville avant de rendre les armes à la VRS et de se retirer, entre guillemets, officiellement de Bosnie-Herzégovine. Lorsque les forces serbes ont subi des pertes dans le cadre d'une opération menée non loin de là, Zdravko Kandic, commandant de la TO de Mostar, qui était devenu commandant de bataillon au sein de la VRS, a ordonné aux forces serbes de regrouper les non-serbes de Mostar-Est. Ces forces serbes ont fait subir des exactions et finalement massacré les non-serbes dans 3 localités voisines. Dans le stade de Vrapčići, dans la décharge d'Uborak et dans le cimetière de Sutina. Nous vous montrons maintenant les images extraites de la pièce P488 que vous voyez sur vos écrans. Cette pièce à conviction montre l'abri de Zalik, le camp nord de la JNA, ainsi que Vrapčići, Uborak et Sutina. Dans la partie inférieure gauche de votre écran, vous voyez le camp nord et l'abri de Zalik. Et vous voyez qu'une seule route importante relie l'abri à Sutina, Vrapčići et enfin Uborak. Les forces serbes ont regroupé sous la direction de Kandic le témoin Karišik et d'autres non-serbes qu'ils ont emmenés au cimetière de Sutina avant de les emmener ensuite au stade de Vrapčići. Finalement, 90 personnes ont été maintenues en détention dans le stade dans d'horribles conditions, y compris des femmes et des enfants. Karišik, correction de l'interprète, affirme n'avoir bu et mangé qu'une fois en 6 jours. Il s'attendait à mourir. Finalement, Karišik et les autres ont été emmenés à bord d'une camionnette et d'autres ont été tués sur le bord de la route. Les forces serbes, dont faisaient partie les hommes de Šešelj, ont emmené les autres non-serbes jusqu'à la décharge d'Uborak où ils les ont tués. Karišik, au lieu de cela, a été ramené à Sutina où il a été roué de coups, mais finalement il s'en est sorti. Les Tchetniks ont regroupé d'autres non-serbes dans l'abri de Zalik. Ces non-serbes ont été emmenés jusqu'au cimetière où ils ont subi des violences avant d'être extraits de l'abri pour être tués. Certains ont été contraints d'aider à jeter les corps des victimes tuées dans une fosse commune.
Les massacres d'Uborak et de Sutina ont fait suite au regroupement de civils réalisé sur ordre du commandant de la VRS Zdravko Kandic, ordre exécuté par les forces serbes. La nature organisée du massacre est évidente. Par exemple, un membre des forces serbes a déclaré, au moment où le groupe de Karišik est arrivé à Sutina, je cite, « Ceux-ci ne sont pas destinés à rester ici. Emmenez-les à Vrapčići », fin de citation. Cette phrase est extraite de la page 8776 du compte-rendu d'audience. Kandic était subordonné aux dirigeants serbes de Bosnie et en particulier au commandant de la VRS, Mladic. Des témoins ont identifié les auteurs qui ont exécuté l'opération dirigée par lui comme faisant partie comme étant menée par diverses composantes des forces serbes et en particulier par les hommes de Šešelj et leurs collaborateurs sur place. Tous les auteurs étaient subordonnés à Kandic. Ils ont exécuté et mis en œuvre l'opération qu'il avait ordonnée et, en conséquence, ils étaient liés à la VRS et aux dirigeants serbes de Bosnie et, par leur intermédiaire, liés à l'ensemble des membres de l'entreprise criminelle commune et en particulier liés à l'accusé. Les membres de l'entreprise criminelle commune ont également mis en œuvre leur objectif commun à Nevesinje. Dans le cadre de la préparation de cette action, les dirigeants serbes ont distribué des armes à la population serbe locale. Ils ont expulsé les non-serbes des forces de police locales et remplacé à son poste le maire de Nevesinje. Les forces serbes ont également mis en place des postes de contrôle qui ont enlevé aux musulmans de Nevesinje leur liberté de circulation. Ces postes étaient tenus par des hommes de Šešelj et par un homme dénommé et surnommé Kinez, ainsi que par des membres de la police et de l'unité Karađorđe. Certains combattants serbes présents au poste de contrôle sont visibles dans la pièce à conviction P887. On les voit déclarer qu'ils ne reconnaissaient que l'autorité de Šešelj et de son camarade au sein de l'entreprise criminelle commune, Milan Martic. Il convient de remarquer que certains éléments de preuve relatifs au barrage routier émanent du témoin Dabić, dont la crédibilité est discutée dans l'annexe motivée jointe à notre mémoire en clôture. Et je ne reviendrai pas sur ce qui est écrit dans cette annexe lorsque je citerai cet élément de preuve. En ce qui concerne la présence des hommes de Šešelj au barrage routier, toutefois, je souligne que la déposition du témoin est corroborée par des documents officiels ainsi que par des images tirées de vidéos et versées au dossier. La campagne de persécution menée à Nevesinje s'est accélérée après le début du conflit en Bosnie-Herzégovine pour s'étendre jusqu'aux abords de Mostar. Nombre des Serbes qui ont quitté Mostar pour se rendre à Nevesinje sur ordre du SDS en ont chassé les musulmans en les expulsant de leur domicile. Des non-serbes ont été tués, d'autres se sont enfuis dans les bois pour ensuite quitter la municipalité afin de sauver leur tête. Ces non-serbes ont subi des transferts forcés, comme on le voit clairement à la lecture de l'arrêt Stakic, paragraphe 279 à 281. Durant le procès, l'accusé a demandé au juge de la Chambre, je cite, « Comment est-ce qu'ils auraient pu, ce qui se rapporte aux forces serbes, comment est-ce qu'elles auraient pu attaquer Nevesinje alors que 90% de la population de Nevesinje était serbe de toute façon ?» Fin de citation. Le pourcentage exact est toutefois de 74% selon le recensement de 1991. Les membres de l'entreprise criminelle commune au sein de la direction des Serbes de Bosnie n'a pas exclu les municipalités à majorité serbe de sa campagne de leur campagne de persécution. Ils ont en fait émis des instructions spécifiques pour les municipalités à majorité serbe, comme on le voit dans la version A des objectifs stratégiques. Comme vous pouvez le constater,
à l'examen de la pièce P524, page 5, les étapes décrites dans la version A des objectifs stratégiques ont été mises en œuvre à Nevesinje. Et en juin 1992, les forces serbes, mettant en œuvre l'entreprise criminelle commune à Nevesinje, ont décidé qu'il ne suffisait pas que Nevesinje soit une municipalité à majorité serbe, mais qu'elle devait devenir une municipalité serbe à 100%. Comme l'avait dit le responsable de la sûreté de l'État, Mikhail Kertész, lorsqu'il a parlé de la vallée de la Drina dans l'est de la Bosnie. Les combattants serbes ont reçu l'ordre explicite de nettoyer ethniquement la municipalité. Leurs ordres opérationnels impliquaient de brûler, entre guillemets, de tout détruire, entre guillemets, et de faire disparaître les villages et les personnes. Fin de citation. Je renvoie les juges à la pièce P880, page 31. Comme l'ont dit le témoin Kuyan et d'autres, les forces serbes de Nevesinje ont exécuté ces ordres si complètement que cela glace le sang. À partir de la deuxième semaine de juin, les forces serbes, subordonnées à la VRS, ont bombardé les villages avant de les investir, de piller et de brûler les maisons et de massacrer tous les civils non serbes demeurés sur place pour finalement brûler tout le village. À la fin du mois de juin, toute la population non serbe avait fui ou avait été massacrée. Les villages avaient été détruits et les sites religieux des non-serbes avaient été détruits ou gravement endommagés. Kuyan décrit la campagne menée par les forces serbes dans des termes qui reprennent des ordres donnés par ces forces serbes, comme vous le verrez dans les images qui suivent. La première image montre les forces serbes en train de donner des ordres à Nevesinje. Je cite, « brûler, tout détruire, faire disparaître les villages et les personnes ». Fin de citation. La première disparition visible a été celle des lieux saints non serbes. Avant la guerre, Nevesinje avait une église catholique, une église orthodoxe et 3 mosquées. Aujourd'hui, seule l'église orthodoxe est encore debout, les autres bâtiments du culte ayant été rasés et transformés en parking. Vous voyez sur cette image l'ancienne église catholique de Nevesinje qui a été totalement détruite par les hommes de Šešelj dirigés par Vranianac, et c'est elle que l'on voit sur cette image. La diapositive suivante vous montre la description que fait Kuyan de la campagne de l'entreprise criminelle commune. Après avoir parlé de la destruction des édifices religieux non serbes, il explique que les forces serbes souhaitaient, entre guillemets, tout détruire et détruire tout ce qui n'était pas serbe. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Extrait de la pièce P524, page 2. La troisième diapositive montre le scénario des attaques. Le témoin Kuyan a déclaré, et je cite, « Le scénario de ces attaques dont j'ai été le témoin était le même. Il y avait d'abord le pilonnage, ensuite ils entraient dans les villages, ensuite ils brûlaient certaines maisons jusqu'au sol. Le village était ensuite nettoyé de ses habitants et tous les biens meubles étaient volés à l'intérieur et à l'extérieur des habitations. Les voitures et tout bien d'équipement étaient emportés et ensuite tout le village était incendié. » Extrait de la pièce P524, page 6.
Et je vais vous demander, Madame, Messieurs les juges, à titre comparatif, de vous reporter à la description des forces serbes et de leur tactique lors de leur campagne en Croatie à la pièce P412. La dernière diapositive, la pièce 524, page 8, montre quelles ont été les conséquences de la campagne de l'entreprise criminelle commune. Des non-serbes ont fui Nevesinje et à la date du 26 juin 1992, Nevesinje avait été, je cite, complètement nettoyé ethniquement de sa population non-serbe. Les villages non-serbes ainsi que la population avaient littéralement disparu de la municipalité de Nevesinje. Comme cela avait déjà été le cas à Vukovar, Zvornik, la région de Sarajevo, et Zvornik et Mostar. La campagne des forces serbes à Nevesinje a conduit à des massacres, à des tortures et à des traitements cruels de personnes détenues que vous trouverez entre autres dans les pièces 483, 487, P 523, 524, 525 et 880, 881 et 1052. Un groupe de civils musulmans a tenté de fuir la campagne des forces serbes, a été pris alors qu'ils se cachaient dans les bois. À Telecha Lastva. Ils ont été détenus, interrogés et torturés et certaines femmes ont été violées et ont fait l'objet de sévices sexuels. 7 prisonniers ont été emmenés par les forces serbes, y compris les Chefseliesi, et n'ont jamais été revus après cela. Les survivants ont reçu l'ordre de nettoyer le sang laissé par les prisonniers qui avaient été torturés. Mais les crimes commis en Herzégovine orientale sont peut-être, et effectivement sur l'ensemble du territoire de Bosnie, sont peut-être les mieux représentés par les récits de Fadila et Mirsada Mahinević. Les éléments de preuve pertinents sur les crimes commis contre leur groupe de civils sont exposés au paragraphe 473 à 478 du mémoire en clôture de l'accusation. Ce que ces éléments de preuve montrent sont comme suit. À la fin du mois de juin 1992, un groupe de civils musulmans a fui les villages de Presjeka et de Klunia, lourdement pilonnés. Certains civils ont laissé derrière eux leurs parents âgés qui savaient qu'ils seraient assassinés, mais ils sont restés en arrière parce qu'ils ne souhaitaient pas ralentir leur famille et rendre leur évasion plus difficile. Ceux qui sont restés ont effectivement été tués et leurs corps n'ont même pas été identifiés avant 1998. Le groupe qui est parti, y compris les Mahinic, ont été capturés par les forces serbes et retenus jusqu'à ce qu'un officier de la VRS, Zdravko Kandic, arrive. Lorsqu'ils étaient retenus, les forces serbes et les Serbes locaux accablaient le groupe d'injures en disant, je cite, « Niquez vos mères, Balia, nous allons vous tuer, nous allons vous massacrer. » Et on dit à une femme, je cite, « Ferme-la, espèce de Balia, Balinka. Tu es coupable d'être musulmane. » Après que Kandic ait parlé aux hommes qui les détenaient, les hommes du groupe ont été emmenés et tués dans la fosse d'Udabravica. Les femmes et les enfants, y compris Habib et Ferida Shipkovic,
et leurs bébés âgés de 7 jours ont été retenus dans le sous-sol de l'usine de chauffage de Kilavsi, sans lumière, sans nourriture et sans eau. Ils ont fait l'objet de sévices aux mains des membres des forces serbes, dont un a identifié les auteurs en disant qu'il s'agissait de Šešelj. Les Mahinić ainsi que d'autres femmes ont été emmenées à Boračko Jezero, tandis que les autres membres de leur groupe ont été tués, y compris le bébé. Les éléments de preuve ont montré que ce bébé n'avait pas vécu suffisamment longtemps pour avoir un nom. 11 des autres victimes, appelées Mahinić, ont été tuées. Lorsque les forces serbes sélectionnaient les femmes qui devaient être emmenées à Boračko Jezero, il y a un combattant serbe qui a regardé la jeune mère et qui a dit, je cite, « Tu vois, elle vient d'avoir un bébé. Elle ne nous sert à rien. Qui va la baiser ?» Les femmes qui ont été emmenées ne pouvaient avoir aucun doute quant aux intentions des hommes qui les avaient capturés. Un Serbe répondant au nom de Petar Divakovic a alors emmené les femmes qui avaient été sélectionnées en direction de l'hôtel à Boračko Jezero, où les Tchétniks leur ont dit qu'elles seraient violées. Les femmes du groupe ont effectivement été violées et des détenus ont été violemment frappés. Près de 10 ans plus tard, les corps des Mahinić ont été découverts dans un charnier à proximité. Le récit des Mahinić englobe tous les chefs retenus dans l'acte d'accusation concernant la municipalité de Nevesinje. Le village des membres de leur groupe ont été détruits sans motif, ne leur laissant pas d'autre choix que la fuite, ce qui constitue le transfert forcé. Lorsque ces personnes ont été capturées, les forces serbes ont torturé, violé et traité cruellement et tué des membres de leur groupe et eux-mêmes ont été tués. Ils leur lançaient des injures à caractère ethnique de façon répétée, ainsi qu'à leurs concitoyens musulmans, ont révélé que les auteurs de ces crimes ont commis les crimes avec l'intention discriminatoire qui caractérise la persécution. Et des auteurs identifiés comme étant les Šešelj ont participé à ces crimes. Ces crimes, ainsi que les autres crimes commis à Mostar et Nevesinje, faisaient partie intégrante du plan commun visant à nettoyer ethniquement les territoires convoités par les Serbes sur l'ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine, de leur population non serbe, et de créer des zones contrôlées uniquement par les Serbes. Les forces serbes, y compris les Šešelj, suivaient leurs ordres visant à faire disparaître les villages non serbes et leur population par la destruction sans motif, le transfert forcé et la persécution. Des non-serbes ont été capturés de façon tragique par les forces serbes, comme les Mahinić et plusieurs témoins en l'espèce. Ils ont été brutalisés, torturés et tués en grand nombre. Ensuite, après avoir évoqué les crimes commis à Mostar et Nevesinje, Mme Berset va maintenant parler de la façon dont les non-serbes ont commencé à fuir Nevesinje en mai 1992 et comment l'accusé a personnellement commis le crime de persécution et de transfert forcé contre les non-serbes de Hrtkovci. Merci, Monsieur le procureur.
comme Madame Berset interviendra, nous allons faire la pause. Pause de 20 minutes et nous reprendrons donc dans 20 minutes. Rise, vous pouvez vous lever.